Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je donne la parole à votre animatrice, Maria Judd, vice-présidente Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui fait partie de la série d'échanges de connaissances virtuelles du réseau canadien de santé des régions nordiques et éloignées. Il s'agit d'une série organisée par les organisations fusionnées de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et pour l'Institut canadien de la sécurité des patients. Nous nous réunissons depuis toute une gamme de lieux, dans certains cas à domicile, partout au pays. Je voudrais reconnaître également que les bureaux de nos organisations fusionnées, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, l'Institut canadien de la sécurité des patients, sont situés sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe du traité 6. Je vous invite à utiliser la fonction de dialogue pour reconnaître le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez. Une reconnaissance territoriale est un acte de réconciliation qui consiste à reconnaître le territoire traditionnel des peuples autochtones qui s'y trouvaient depuis le début. Je voudrais également reconnaître en coulisses, nous bénéficions du personnel de notre équipe de santé des régions nordiques et éloignées, Despina Papadopoulos et Megan Sabine, qui vont s'occuper de la boîte de dialogue aujourd'hui. Animer la boîte de dialogue, nous espérons que vous nous ferez part de vos réflexions. Je voudrais également remercier les membres du groupe de travail sur les échanges de connaissances virtuelles. Merci pour vos directives et votre assistance. Je voudrais également vous présenter les personnes qui sont dans notre salle virtuelle avec nous. Il s'agit d'un groupe très diversifié, représentant l'ensemble des régions du Canada. La plupart des participants inscrits se trouvent en Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, en Saskatchewan, au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest, et occupent un certain nombre de rôles: administrateurs, consultants, médecins, infirmières, chercheurs, conseillers en politique, spécialistes en amélioration de la qualité, patients et proches ressources, personnes ayant des expériences vécues et leaders autochtones. Donc, merci d'être parmi nous et de nous proposer cette gamme de perspectives qui créera la possibilité de réflexion et de suivi. Nous proposons ce webinaire en anglais et en français. Si vous souhaitez visualiser les diapositives en français, dites-le nous en utilisant la boîte de dialogue à l'écran. Nous vous invitons à inscrire vos questions et commentaires dans la langue de votre choix. Enfin, cette séance sera enregistrée et mise à votre disposition sur notre site web. Je suis très heureuse et reconnaissante de me trouver en compagnie de ma co-animatrice, Charline Lafrenière, administratrice en chef de la santé autochtone à l'Office régional de la santé du Nord au Manitoba. Elle nous livrera sa propre expérience en matière d'équité et d'accès. Charline, merci de collaborer avec nous pour la réalisation de cet événement. Je vous donne la parole pour vous présenter et souhaiter la bienvenue à nos participants. Merci beaucoup, Maria, pour cette introduction et cette aimable présentation. Comme l'a dit Maria, je m'appelle Charline Lafrenière, je suis administratrice en chef de la santé autochtone à l'Office régional de la santé du Nord au Manitoba. Je remercie tous les participants qui se sont inscrits à cette séance. J'ai eu un avant-goût des informations que nous allons vous communiquer. C'est vraiment, vraiment excitant. Donc, merci à tous les participants qui nous écoutent en direct ou qui visionneront cette séance plus tard. Je suis basé à Compton, au Manitoba, dans le territoire traditionnel de la nation Cri du traité 5 et le foyer du peuple métis. J'appartiens à la nation métisse et je suis fier d'être une femme autochtone canadienne travaillant dans le secteur de la santé et ayant pour responsabilité d'influencer l'équité, l'accessibilité et la sécurité culturelle dans notre région.
Ça a été un véritable privilège que de faire progresser ces partenariats et cette mobilisation indispensable pour faire progresser les soins de santé. C'est emballant de travailler aux côtés de personnes comme Julie Jacobs, le docteur Harsahil Singh. Quant au docteur Mendez, je fais sa connaissance aujourd'hui. Des personnes, dis-je, qui font en sorte que celles et ceux d'entre nous qui travaillons dans le cadre de ces partenariats peuvent faire la promotion de travaux bien étayés, sachant que ces travaux sont accomplis d'une manière solide et fiable dans l'intérêt de nos communautés et de nos partenaires. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer au groupe de travail. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Merci Charline, j'apprécie beaucoup votre collaboration aux préparatifs de cet événement et à son déroulement. Nous sommes ravis que vos collègues de l'Office régional de la santé du Nord soient parmi nous, le Dr Singh, directeur médical des cliniques de soins primaires, et Julie Jacobs, directrice des soins de santé primaires et cliniques. Je vous donne la parole pour vous présenter et souhaiter la bienvenue à notre auditoire. Bonjour, je m'appelle Harsahil Singh, je suis directeur médical des cliniques de soins primaires, l'Office régional de la santé du Nord du Manitoba. Je suis médecin de famille. J'habite Compton, le territoire du traité 5, comme Charline vient de le dire. Nous sommes en fait co-implantés. C'est pour moi un privilège que d'être parmi vous. Et je suis très reconnaissant envers les organisateurs de cet événement. Je donne la parole à Julie Jacobs. Bonjour, je m'appelle Julie Jacobs. Je suis directrice des soins de santé primaires et cliniques, ainsi que des soins à domicile pour l'Office régional de la santé du Nord. Je suis moi aussi implanté à Thompson, au Manitoba, dans le territoire du traité 5. Et je me fais l'écho de Charline. C'est un véritable privilège que de me trouver parmi vous pour faire part de notre expérience. Et nous avons également en ligne le docteur Ivar Mendez, qui se trouve en Bolivie, où il anime des efforts humanitaires. Il est professeur titulaire de la chaire Fred H. Wigmore et chef provincial du département de chirurgie de l'Université de la Saskatchewan et de la Régie de la santé de la Saskatchewan. Docteur Mendez, voulez-vous vous présenter? Merci beaucoup. C'est un privilège et un honneur que de participer à ce webinaire. Nous vivons une époque une époque exceptionnelle. Dans le cadre de la pandémie, je suis chirurgien, je suis chef provincial du département de chirurgie. Ça fait une dizaine d'années. Mes travaux portent sur les localités rurales et éloignées et les populations insuffisamment desservies, comme les populations autochtones et les personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Donc j'ai vraiment hâte de participer à ce webinaire, d'entendre ce que mes collègues ont à dire et d'évoquer les soins virtuels aujourd'hui et dans l'avenir. Merci, Dr Mendez, et bienvenue. Avant d'aborder la discussion, quelques mots sur les antécédents de cette séance et des échanges de connaissances virtuelles. Ce sont les membres du Réseau canadien de santé des régions nordiques et éloignées qui, dans le cadre d'une table ronde au mois de mai, ont constaté qu'il existait un intérêt partagé à l'égard des échanges de connaissances dans le domaine des soins de santé primaires, particulièrement dans les régions nordiques et éloignées. La séance d'aujourd'hui reflète l'intérêt à l'égard des soins virtuels et des possibilités d'améliorer l'accès et l'égalité en matière de soins virtuels, intérêt qui date d'avant la pandémie, et bien sûr l'évolution rapide des soins primaires qui se produit pendant cette pandémie. Donc je remercie les membres du réseau pour leur participation aux préparatifs de cette séance. C'est la deuxième dans une série de 3 séances. La première a eu lieu en novembre, l'enregistrement est disponible sur notre site web. Cette première séance a porté sur des considérations importantes en matière de sécurité culturelle et de partenariats autochtones dans le cadre des soins primaires.
et nos collègues de l'autorité de santé du Nord de la Colombie-Britannique sont intervenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'équité et d'accès. Au mois de mars, nous allons approfondir les moyens de soutenir les soins axés sur les patients et axés sur les patients dans ce contexte. Alors donc, nous allons évoquer aujourd'hui l'amélioration de l'équité et de l'accès, et puis ensuite les leçons tirées, les arguments pour l'équité, et la manière dont nous pouvons permettre une continuité dans les soins sans égard à la localisation. Donc tout d'abord, nous allons entendre le Dr Singh et Julie Jacobs qui vont nous expliquer comment ils proposent des soins primaires dans des communautés éloignées. C'est une question de relation, de confiance, tout particulièrement dans le contexte de la pandémie actuelle. Le Dr Ivar Mendez va nous exposer la manière dont il a mis au point et mis en place des soins primaires assistés par la technologie qui permettent aux patients dans des communautés nordiques et éloignées de recevoir des soins en temps utile au sein de leur famille et de leur communauté. Enfin, Charline Lafrenière, à mes côtés, virtuellement, va guider nos réflexions sur cette séance en tirant parti de son expérience à titre d'administratif en chef de la santé autochtone de l'Office régional de la santé du Nord du Manitoba. Nous recevrons avec intérêt vos commentaires et vos questions, mais c'est tout particulièrement pendant le troisième volet de notre séance que nous vous invitons à dialoguer, à participer, à communiquer votre expérience. Vous pouvez commencer à partager dès maintenant, mais nous avons prévu une période spécifiquement consacrée à ce dialogue animé dans la boîte de dialogue. Alors, je vais à présent donner la parole au Dr Singh et à Julie Jacobs. Merci. Nous allons évoquer de façon très générale, car nous ne disposons que d'un quart d'heure, notre expérience depuis un an, et ce, sous l'impulsion de la COVID, dans l'expansion de la technologie visant à dispenser des soins primaires dans le Nord. Alors, un peu de contexte. Voici notre région. La province du Manitoba comporte une vaste zone nordique. C'est la partie orange, la moitié nord, qui est de notre ressort. Dans notre région de santé, il y a un certain nombre de divisions en matière de compétences. Il y a des communautés qui relèvent d'affaires indiennes et du Nord, du gouvernement fédéral. Ce ne sont pas toutes ces communautés qui relèvent de l'autorité de santé du Nord quant à la prestation des soins primaires. Donc il existe des difficultés préexistantes de longue date en matière de compétences auxquelles nous devons faire face, mais c'est important de l'évoquer dans le cadre du contexte de cette séance. Notre compétence ne s'étend pas à l'ensemble de la région, quoique nous espérons que dans l'avenir, nous pourrons améliorer cette situation en fonction de notre expérience. Donc, un peu de contexte sur la situation pré-Covid. Avant que la pandémie nous amène à explorer la technologie, les soins primaires de notre région étaient surtout proposés sous forme de rendez-vous présentiels. Compte tenu de la géographie de notre région, de bon nombre de nos communautés qui sont assez éloignées, il fallait que les fournisseurs de soins se déplacent sur de longues distances pour se rendre dans les communautés, ce qui était un défi. Nous disposions d'ores et déjà de certaines technologies. Nous avons un dossier médical électronique régional. Dans notre région, la plupart des sites régionaux sont reliés à ce système, ce qui présente des avantages au niveau de la communication et du partage d'informations. Mais encore une fois, il importe de noter que dans notre région, nous éprouvons beaucoup de difficultés en matière de connectivité. Et encore une fois, bon nombre des communautés des Premières Nations n'ont ni connectivité, ni accès à notre dossier médical électronique régional. Il y a également des technologies virtuelles que nous avons utilisées. La télésanté est sans doute la technologie la plus courante que nous ayons utilisée. Nous avons également un service de consultation électronique. C'est
un système de recommandation, d'aiguillage standardisé, mais ces technologies étaient utilisées de manière facultative et ponctuelle, et dans certains cas, notre technologie de télésanté exige que le patient se déplace pour y accéder. Nous avons également un système de dossier électronique provincial qui permet d'accéder aux renseignements sur les soins primaires, antécédents de traitements médicamenteux, résultats d'analyse, etc. Et cela résume l'essentiel des soins virtuels que nous dispensions avant la COVID. Je vais donner la parole au Dr Singh pour nous expliquer ce qui s'est passé depuis lors, sous l'impulsion, comme je disais, de la COVID. Bon, comme Julie l'a mentionné, avant la COVID, nous n'avions pas grand-chose en matière de soins virtuels, mais avec l'arrivée de la COVID, nous envisagions d'élargir les soins virtuels, la gamme des soins virtuels, mais c'est la COVID qui a catalysé une expansion rapide de notre modèle. Nous avons dû réduire les soins présentiels afin de nous conformer aux lignes directrices en matière de santé publique dans la province comme partout ailleurs au pays, ou presque. Au début, nous avons eu des problèmes en matière de pays, donc nous ne pouvions pas recevoir les patients en personne car nous n'avions pas suffisamment de masques N95 ni de blouses. La situation s'est stabilisée, mais nous continuons d'éprouver des difficultés dans les salles d'attente ainsi qu'au niveau du personnel, lequel a été redéployé dans d'autres régions où les patients atteints de la COVID avaient besoin d'assistance. L'accès, historiquement, était déterminé par des rendez-vous présentiels. La seule façon d'accéder à un fournisseur de soins de santé dans le passé, de soins de santé primaire, consistait à prendre un rendez-vous. Nous avons dû faire évoluer cette situation car nous ne pouvions plus dispenser autant de soins présentiels que dans le passé, ce qui aurait entraîné des reports de soins primaires et des visites accrues à l'urgence. Dans le passé, nous pouvions utiliser une technologie de télésanté, laquelle faisait l'objet d'un accord de financement. Mais même pour la télésanté, il faut se rendre dans un établissement pour recevoir les soins. On ne peut pas recevoir des services de télésanté à domicile, ce qui n'aide pas à permettre aux gens de rester chez eux conformément aux consignes de santé publique. Nous avons donc développé nos soins virtuels au Manitoba. Nous avons commencé à proposer davantage de rendez-vous au téléphone. C'était la première forme de soins virtuels. Au printemps 2020, nous avons même travaillé à la mise en œuvre de Microsoft Teams comme moyen de recevoir les patients virtuellement. Nous cherchons toujours à améliorer la technologie. Nous n'avons pas trouvé de logiciel parfaitement adopté, mais les rendez-vous téléphoniques sont la base. Nous avons également dû clarifier quels traitements peuvent être dispensés virtuellement et lesquels de manière présentielle. Nous devions veiller à la sécurité des patients. Tout ne peut pas être fait virtuellement, mais beaucoup de choses peuvent l'être, des choses auxquelles nous n'avions pas songé auparavant. Par virtuel, j'inclus les rendez-vous téléphoniques. Donc, nous avons substitué les rendez-vous téléphoniques aux évaluations présentielles. Dans la clinique de Thompson, où je travaille, il s'agit d'une clinique de trop-plein. Donc, lorsqu'une personne avait besoin d'une évaluation en personne, rendez-vous était pris dans cette clinique, mais c'était postérieurement à une visite virtuelle qui permettait d'établir la priorité de leur problème, de leur situation. Il s'agissait donc d'une visite présentielle rapide. Nous avons tâché, en fonction des données que nous avions recueillies, de nous demander comment nous pouvions améliorer les soins virtuels, sachant qu'il n'existait pas beaucoup d'informations pour le moment. Nous avons évoqué des présentations de cas réels qui avaient été adressés à cette clinique d'appoint et nous nous sommes demandé comment nous aurions pu éviter ces visites présentielles. Qu'aurions-nous pu faire différemment afin de parvenir à l'objectif provincial de permettre aux patients de rester chez eux. Donc, nous avons dressé une liste de questions et les fournisseurs de soins proposaient donc des réponses. C'est aucune façon dont nous avons amélioré la situation. Nous avons également organisé un certain nombre
de programmes, par exemple, l'envoi de formules de laboratoire aux patients qui peuvent donc les emmener au laboratoire. Nous avons également essayé de téléphoner aux patients, mais parfois ils ne répondaient pas. Nous avons donc dû mettre en place des démarches afin d'assurer que le contact était pris. Donc, au fur et à mesure de l'évolution des soins virtuels, un certain nombre de changements ont donc été apportés. Je rends la parole à Julie qui va parler d'accès et d'équité. Donc, pour résumer, lorsque la pandémie a commencé, il nous a fallu beaucoup travailler dans la mise en œuvre des soins virtuels. Notre priorité consistait à maintenir l'accès tout au long de cette progression, sachant que les problèmes antérieurs ne disparaissent pas en situation de pandémie. Nous avons commencé par les rendez-vous téléphoniques, c'était la technologie la plus accessible dont nous disposions. Dans les délais qui nous étaient impartis, c'était la technologie qui était la plus réaliste. Nous en avions utilisé d'autres, mais cela exige beaucoup de travail. Depuis un an, nous nous sommes attachés à l'amélioration des processus, à faire en sorte que les communications avec les patients se déroulent correctement. Il y a eu beaucoup de changements en même temps. Quand on songe à l'accès, à titre de référence, dans notre région, nous utilisons la méthodologie d'accès avancé pour mesurer l'accès. Nous déterminons, si vous connaissez cette méthodologie, à titre de référence pour l'accès aux soins, le prochain rendez-vous disponible. Après Covid, notre médiane dans la région était de plus de 20 jours. Ce qui était intéressant, c'est dans notre progression dans les soins virtuels et au fil de la pandémie, c'est qu'en dépit du fait que la demande n'a pas changé, car nous suivons également la demande, nous avons constaté une réduction assez importante, à 14 jours au moins dans la plupart de nos sites, des délais d'attente avec la mise en œuvre des soins virtuels. Par ailleurs, avec la mise en œuvre des soins virtuels, nous avons constaté une réduction des rendez-vous manqués, c'est-à-dire des patients qui ne se présentaient pas à leur rendez-vous, ce qui a eu un impact sur l'accès puisque cela nous a permis d'améliorer l'offre. Il y a une différence importante entre le taux de rendez-vous présentiels manqués et de rendez-vous virtuels manqués. Le taux de rendez-vous virtuels manqués est très inférieur, et ce depuis plusieurs mois. Il y a un autre élément que je voulais évoquer en ce qui concerne l'accès, c'est que nous avons pu prendre en charge un bon nombre d'affections médicales à distance et les personnes concernées ont pu ainsi bénéficier des soins dont ils avaient besoin. Cela a également permis de réduire les déplacements, facilitant d'autant l'accès des services. Bien souvent, les fournisseurs de soins devaient se rendre dans des communautés éloignées pour y dispenser des soins. Nous avons également pu augmenter l'offre de fournisseurs parce que bon nombre de fournisseurs de soins qui ne souhaitaient pas voyager dans le passé peuvent actuellement dispenser des soins virtuels, puisqu'ils peuvent toujours recevoir des patients, même s'ils ne voyagent pas. Par ailleurs, nous avons été en mesure de déployer les ressources dans les communautés qui en ont le plus besoin, en cas d'éclosion par exemple. Par ailleurs, comme Julie l'a dit, le nombre de rendez-vous manqués a baissé, mais le fait que les gens ne sont pas obligés de se déplacer, ni même de s'absenter de leur travail. Ils peuvent prendre quelques minutes, ils ne sont pas obligés de se rendre dans un établissement de soins. Ça, c'était très important. Par ailleurs, nous avons utilisé le service de consultation électronique à l'échelle provinciale que nous employions précédemment, mais dont nous avons accru l'utilisation afin de permettre un accès beaucoup plus facile aux spécialistes. À Thomson, notre option d'aiguillage automatique est la consultation électronique. En fonction des recommandations des spécialistes, il se peut que certains aiguillages se fassent par la suite, soit virtuellement, soit de manière présentielle. Alors Julie va à présent évoquer l'amélioration de l'équité. Quand on songe à l'équité et quand on envisage
la valeur, l'utilité des technologies virtuelles dans notre région. Ces dernières ont permis de réduire les obstacles liés aux distances, au transport dans notre région, aux déplacements. Nous avons pu proposer des rendez-vous électroniquement, ce qui a permis de rapprocher les soins du domicile des patients. Avec l'amélioration de l'accès, nous avons constaté que l'offre de services était décalée, si vous voulez. Nous avons pu affecter des ressources à des régions qui n'ont pas accès virtuellement aux soins. C'était une leçon importante. Cette solution n'est pas universelle, homogène. Dans les régions où il y a des problèmes d'infrastructure et de connectivité, des difficultés reliées aux compétences des paliers de gouvernement que nous cherchons encore à aplanir, la possibilité de réorganiser les ressources afin de continuer à fournir des services en fonction des technologies, si possible. Il y a un autre élément que je voudrais souligner, c'est que la qualité des soins était moins qu'avant reliée à la localité. Peu importait si vous vous trouviez dans une localité autochtone ou non, les soins que vous receviez étaient de la même qualité que si vous vous trouviez dans un centre urbain ou même un centre régional comme Thompson, puisque les visites étaient les mêmes. Nous avions accès aux dossiers médico-électroniques plutôt que de nous rendre dans des collectivités sans Internet où nous utilisions des dossiers papier. Nous fournissions donc des soins équitables sans distinction de lieu. L'accessibilité à d'autres services n'était pas elle-même non plus reliée à des emplacements spécifiques. Donc notre bassin de fournisseurs de soins primaires était élargi. Donc je vais donner la parole à Julie Jacques pour parler des obstacles et défis. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces obstacles et défis qui sont bien connus par quiconque s'est efforcé d'améliorer l'utilisation des technologies virtuelles. Mais bon, la connectivité est sans doute l'un de nos plus grands défis en fonction de l'infrastructure. En outre, il y a tendance à sous-estimer la formation et le soutien qui sont nécessaires, tout particulièrement la perception de la technologie. Parfois, on supposait qu'il suffisait d'allumer l'appareil pour pouvoir l'utiliser. Bon, nous avons un groupe de personnel excellent qui a travaillé très fort pendant une période très brève. Alors donc, cela exige beaucoup de soutien au niveau des procédures de maintenance. Parfois, la technologie alourdit la situation. Il y a donc un équilibre à établir un arbitrage entre le fait d'améliorer le service et le fait de créer des inconvénients. Il y a l'expérience du patient également. Il y a une chose qui était particulièrement difficile, c'est l'information que l'on fournit au fur et à mesure que cela continue au quotidien. Lorsque nous n'avons pas une maîtrise solide des choses qui doivent changer, de la façon dont l'aspect va prendre la situation. C'est un équilibre délicat entre, d'une part, le fait de fournir suffisamment d'informations au public, et d'autre part, le fait de changer constamment de discours, ce qui engendre la méfiance. Donc, compte tenu des pressions exercées par la COVID, ce problème s'est posé. Il y a des considérations au niveau de la protection des renseignements personnels. La communication par courriel, la transmission de photos, la manière de traiter les formulaires de laboratoire et les conséquences au niveau de la rémunération, par exemple, pour les prestations virtuelles. Nous avons travaillé sur tous ces points. Il y a également le risque de compromettre la continuité des soins. Nous nous sommes efforcés de maintenir les soins, de maintenir l'équité en matière de soins primaires. Mais c'est toujours une question délicate. L'accès au soutien technique en temps utile, encore une fois, bon, il y a les procédures de communication, procédures de maintenance, et puis le Dr Singh va évoquer la manière de surmonter l'inertie. Merci Julie. Donc, bon, il ne nous reste plus tellement de temps, donc je vais passer rapidement en revue quelques-unes de ces diapositives. Donc, il y a une chose qui représentait un obstacle, c'était le fait qu'il fallait
réaliser un changement de culture pour la plupart des membres du personnel médical qui n'ont pas travaillé dans ces conditions auparavant. Nous avons, nous sommes efforcés de travailler sur cela. C'est en partie, ça s'est produit de façon organique, mais nous avons utilisé des principes sur les sources d'influence. Vous connaissez peut-être les 6 sources d'influence. C'est un livre de Joseph Grenny. Des éléments donc de motivation, les éléments personnels, sociaux et structurels. Certains changements peuvent être apportés dans chacune de ces cases, ce qui, pour obtenir des changements de comportement, il faut agir sur au moins 4 de ces 6 cases. Nous ne pouvons donc pas exiger que les gens changent, fassent ce que nous leur demandons de faire. Donc il faut les motiver personnellement et leur donner les compétences. Nous avons créé un document virtuel de 2 pages. Et ensuite, dans la deuxième volet de ce document de 2 pages, c'était les ressources. Comment peut-on faire les choses différemment pour recevoir les patients virtuellement? Donc c'est comme une ressource rapide que l'on peut garder sur le bureau. Nous en avons créé une version électronique. Nous donnons également le choix. Nous donnons la préférence entre les soins virtuels et les soins en personne. Ceux qui souhaitaient dispenser des soins en personne n'étaient pas exclus. Il est intéressant de constater que 73% des fournisseurs de soins ont choisi les soins virtuels de préférence, ce qui nous a vraiment aidé à nous conformer aux consignes de santé publique afin de banaliser les soins virtuels. Nous nous sommes demandé également dans quelles circonstances les soins en personne pouvaient être dispensés. Cela a fait l'objet d'un débat entre tous les fournisseurs de soins. Nous avons également travaillé sur les motivations sociales et la création d'outils qui permettaient aux professionnels d'apprendre au contact des uns des autres. Nous avons également récompensé les fournisseurs sous forme de compliments en cas de succès. Nous avons également réduit la capacité à recevoir des patients en personne. Et si vous avez trop de rendez-vous en personne, ces cases seront remplies. Donc, nous avons utilisé certaines de ces méthodes. C'est un défi complexe et nous avons dû trouver de bonnes méthodes pour surmonter ces défis. Encore une dernière chose que je voudrais évoquer. Au niveau du changement de comportement pour les prestataires, nous avons convaincu les prestataires d'adopter Microsoft Teams. Et ça, c'est une question d'inertie. On s'habitue trop au rendez-vous téléphonique en oubliant un autre mode de prestation. Donc il y a toujours une certaine inertie à surmonter lorsque nous voulons réaliser des changements à grande échelle. Donc les leçons très rapidement. Ce que nous avons appris à partir des soins virtuels, c'est que nous pouvons fournir des soins plus proches du milieu de vie. Ça, c'est un élément. Nous avons appris que les patients ne veulent pas se déplacer. Nous avons supposé que pour beaucoup de patients qui vivent dans des communautés éloignées, qu'ils apprécient de pouvoir se déplacer et venir en ville. Or, cette hypothèse était erronée. Les gens veulent rester chez eux, recevoir les soins chez eux. Nous avons également constaté que ce que nous faisons doit être adapté aux besoins, en fonction des besoins des patients. Si ça n'aide pas le patient, ce n'est pas aussi utile. Donc les soins doivent être sécuritaires, dispensés en temps utile et nous devons également pouvoir faciliter la réaffectation des ressources. Nous devons également respecter les préférences des patients et des fournisseurs. Comme je l'ai dit au début, nous avons recensé les fournisseurs de soins et recensé également les préférences des patients. Souhaitent-ils être reçus en personne ou virtuellement? Il y avait également des avantages financiers. Nous n'avons plus été obligés de dépenser autant en déplacement. Notre personnel médical était plus disponible pour travailler, n'étant pas en déplacement. Nous avons surmonté l'inertie grâce à nos contacts avec les fournisseurs. J'ai fourni ces diapositives, mais également
nous avons intégré les technologies numériques et notre système de santé, c'était un autre facteur d'inertie. À l'origine, certaines réactions étaient mitigées. On redoutait que nous fournissions des soins de qualité médiocre. La communication était très très importante. À l'origine, quand nous ne fournissions pas autant de soins en personne, de soins présentiels, les patients pensaient que nous étions fermés, que nous ne fournissions plus de soins. Nous avons donc dû faire savoir. Alors, Julie va commenter la dernière diapositive. Bon, je vais résumer quelques-uns de ces points. Je pense que nous avons dit l'essentiel. Quant aux opportunités principales pour l'évolution des soins primaires virtuels dans notre région, tout d'abord, les contacts avec les organisations autochtones et les organismes de prestation de soins. Comment travailler ensemble pour le bien des patients dans un esprit d'équité d'accès. Davantage de participation des patients. Une question a été posée sur la participation des patients, même si dans un monde parfait, je voudrais dire que nous avons réussi cela, mais c'était informel, c'était souvent basé sur ce qui courait, les opinions qui étaient répandues dans la communauté. Compte tenu de notre temps et nos ressources, nous n'avons plus eu la possibilité de recenser réellement, sérieusement les opinions des patients, mais c'est un objectif pour l'avenir de moduler nos services en fonction des réactions des patients. Ensuite, au niveau aussi bien régional que provincial et pan-canadien, cela nous a permis de voir les choses sous un angle tout à fait différent. Le soutien technique, en ce qui concerne les lignes directrices. Ensuite, le soutien technique, je ne sais pas si c'est votre cas, je m'adresse aux membres de notre auditoire, mais parfois, le soutien technique pour une fonction clinique n'est pas toujours aussi idéal qu'on le voudrait. Des structures, il faut créer des structures qui ne soient pas polyvalentes, uniformes. Il n'est pas nécessaire que tout soit toujours identique. On peut se baser sur les besoins et tenir compte de la souplesse qu'exigent les fournisseurs de soins et les patients. Mécanisme d'évaluation. Pour nous, dans le Nord, il y a une chose que nous avions tenu à souligner, c'est que même si nous avons trouvé qu'il était très utile de mettre en œuvre des soins virtuels dans la mesure du possible et d'utiliser certaines de ces ressources pour les fournir aux communautés là où il n'est pas possible d'avoir des soins virtuels, il fallait nous assurer que dans la réalité ou dans les perceptions, cela ne soit pas considéré comme étant une réduction des services. Historiquement, il y a eu beaucoup de pertes de ressources, beaucoup de ressources divisées, réparties inégalement. Donc, en mettant en œuvre un accroissement de la technologie numérique, nous devons veiller à ne pas contribuer à des craintes de perte de services ou d'inéquité dans la distribution, dans la répartition des ressources. Il faut enfin s'assurer que la technologie n'aggrave pas le fossé en matière d'équité. Un élément très important également, il faut nous assurer que nous élargissons notre propre définition d'équité d'accès. Dans nos entretiens, nous nous sommes concentrés sur les soins directs aux patients, mais l'accès aux soins culturellement compétents, par exemple, se dessine comme un élément très important. Il s'agit de décortiquer nos définitions afin de veiller à ce qu'elles soient plus inclusives. Nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, je vous prie de nous en excuser. Bon, merci beaucoup. Nous allons passer à la boîte de dialogue. Est-ce qu'il y avait une opportunité de faire participer les patients à la transition aux soins virtuels? Une ou deux questions qui relient à cela. Je vous inviterai également les participants à intervenir sur ce sujet des ressources. Question. Dans quelle mesure a-t-on mis au point une documentation de sensibilisation des patients ou des proches dans la transition aux soins virtuels? Et puis, a-t-on eu la possibilité de répondre aux besoins des personnes éprouvant des difficultés, par exemple, au niveau de l'ouïe ou dans d'autres domaines de l'accessibilité? Donc, dans un monde parfait, nous pourrions recommencer et faire mieux. Pour nous, c'était une courbe d'apprentissage. Quant aux ressources, nous nous sommes efforcés de
d'harmoniser nos processus et nos communications. Il y a eu des documents qui ont été distribués en matière de protection des renseignements personnels lorsque nous avons commencé à communiquer par courriel. S'agissant de l'accessibilité, vous avez parlé donc des personnes malentendantes. Encore une fois, cela figure sur notre liste pour l'avenir. Nous n'avons pas vraiment entamé la création d'un réseau systématiquement accessible. Bon, la question des personnes malentendantes, c'est un problème au niveau des rendez-vous téléphoniques, c'est certain. Et en fait, c'est ressorti quand un de nos médecins de famille, qui a une compétence particulière en soins des personnes âgées, bon nombre de ces patients ne pouvaient être reçus au téléphone. Il a commencé à visiter ses patients à domicile. Plutôt que de les faire venir dans la clinique, il se rendait chez ces personnes à domicile ou recueillait de ses proches un complément d'information, où il proposait des rendez-vous sur Teams, diverses méthodes pour faciliter le contact. Mais il s'agit de s'adapter aux patients. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre commodité. Il faut que cela corresponde aux besoins des patients. Merci à tous deux. Une autre question de la boîte de dialogue. Avez-vous de l'expérience dans l'utilisation de périphériques pour faciliter les consultations spéciales? Pourriez-vous répéter la question? Bon, je vais répéter la question. Avez-vous de l'expérience dans l'utilisation de périphériques pour permettre une participation approfondie et les consultations de spécialistes, les examens à domicile? Dans notre région, nous n'avons pas utilisé cela. Alors donc, Charlene, je pourrais vous donner la parole pour nous faire part de votre expérience. Merci, Dr. Singh et Julie, d'avoir partagé votre expérience. Je sais que on a toujours voulu, au sein de cette autorité sanitaire, examiner les soins virtuels et la COVID a accéléré cette volonté. Alors, je pense qu'il faut aussi féliciter les dirigeants qui s'intéressent à la question, qui s'intéressent d'ailleurs à la question depuis un moment. Et donc, j'estime qu'il est important de se rappeler la réalité, de préciser que les soins virtuels ne sont qu'un coup de fil dans le Nord, bien plus souvent que notre moyen. Ainsi, il y a du travail en dehors du système de santé qui doit être réalisé. Et j'espère que ces interventions sur les soins virtuels montreront qu'il faut réellement mettre à niveau l'infrastructure dans le Nord afin d'élargir ces possibilités. Comme je le disais, à titre de personne vivant dans le Nord moi-même, il y a toujours cette crainte de recevoir moins que les autres, moins que le Sud, moins que son voisin. Et c'est souvent pour de bonnes raisons. C'est une expérience vécue qui nous donne ces craintes. Et je sais qu'avec l'avenir des soins virtuels, il se pose la question comment renseigne-t-on les patients? C'est vraiment la clé de savoir que ça commence par un coup de fil. Et quand votre médecin estimera qu'il vous faut un rendez-vous en personne, vous obtiendrez ce rendez-vous en personne. Ou alors que si il faut un appel vidéo, que ce sera organisé. Alors, il est important de faire comprendre aux dirigeants qu'il s'agit d'améliorer l'accès, d'accélérer l'obtention de l'équité, d'améliorer la qualité des soins. Et cela permet aussi
d'aider le réseau comme les professionnels. Cela permet de renforcer leurs capacités. Alors maintenant qu'on est dans ce nouveau mode d'apprentissage, il est important de faire toutes les choses qu'évoquait Julie Jacobs. Mais nous sommes au tout début du cheminement. Donc il faut se rappeler qu'il faudra évoluer à la même cadence que l'infrastructure, que les gens du Nord. Donc je vous encourage à comprendre les craintes qu'un grand nombre de citoyens du Nord et des citoyens autochtones se verront comme des citoyens de deuxième ordre, autrement. Alors, je me sens très privilégiée de pouvoir entendre vos exposés, de comprendre que cela améliore l'accès, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même point de vue que moi. Donc, il est important de se rappeler quelles sont les appréhensions de nos concitoyens. Et comme je le disais, lorsqu'on travaille avec une équipe qui est consciente de ces questions, c'est très utile. Quand on travaille avec le maire en conseil ou les responsables des soins aux Autochtones, il est important d'être authentique. Enfin, j'en resterai là. Et ce sont d'excellentes questions que l'on constate dans la boîte de dialogue. Merci, Charline et Julie Jacobs, Dr. Singh. Merci d'avoir partagé votre expérience. Nous apprécions infiniment le fait que vous ayez pris le temps de partager vos réflexions et on apprécie beaucoup les questions qui nous proviennent dans la boîte de dialogue, tandis qu'on évolue tous le long de ce cheminement visant à améliorer les soins, le virtuel étant un mode de prestation de soins uniquement. Alors, nous apprécions énormément la discussion, les questions et les réflexions très honnêtes par rapport à notre situation et ce à quoi il faut réfléchir tandis qu'on se tourne vers l'avenir. Alors, je vous encourage à continuer de saisir vos observations. Et il y a des gens qui saisissent des ressources également dans la boîte de dialogue. Merci infiniment de le faire. À ce stade, nous allons continuer avec le docteur Mendez. Allez-y. Merci infiniment. Ceci me permet de faire le pont avec mon exposé. Je voulais rendre hommage au travail qui a été fait par notre équipe sur la côte Est. Quand j'ai commencé à cheminer dans ces questions il y a une décennie, c'était une communauté du Labrador. Et j'ai vu d'ailleurs dans la boîte de clavardage qu'il y a des personnes qui viennent de cette région du Labrador. Il y a plus d'une décennie, quand on a mis en place le premier système à distance, on a beaucoup appris. On a appris des gens qui étaient dans le besoin, à savoir quels étaient leurs besoins précis, quels étaient les besoins de la collectivité et les enjeux qui avaient trait, entre autres, aux questions techniques. Et avant tout, les soins virtuels ne concernent pas la technologie, mais ça concerne les relations. C'est ce qu'on a compris. Ça concerne les rapports que l'on tisse avec ses collègues, avec les gens à qui on prodigue des soins. Dans ce cas-ci, c'était Happy Valley Goose Bay. Et la relation que l'on établit au fil du temps. Et je crois d'ailleurs que c'est une des clés des soins virtuels, c'est-à-dire comment on tisse des liens entre les prestataires et les patients, tandis qu'ils reçoivent leurs soins virtuellement de la part de personnes qui sont peut-être à des milliers de kilomètres ou d'une autre instance. Alors je me rappelle, à l'époque, on en discutait beaucoup dans cette petite collectivité du Labrador. Alors de la côte Est, je passe à la Saskatchewan. Pourquoi? Eh bien parce que j'estime que la Saskatchewan est l'endroit idéal où mettre à l'échelle notre expérience de la côte Est avec les soins virtuels. Alors comme vous le voyez, la Saskatchewan
a un grand territoire et une population d'environ 1,3 million de personnes sur un très vaste territoire. Dans le nord, les communications y sont très pénibles. Une chose fort intéressante, lorsque j'envisageais d'aller en Saskatchewan, j'ai appris que environ 45% des enfants de la Saskatchewan vivent dans des collectivités de moins d'1 millier de personnes, des collectivités souvent rurales et éloignées. Et dans les modes de transport de ces enfants, eh bien, on constatait des lacunes importantes. Il fallait, par exemple, parcourir beaucoup de chemin pour se rendre à des soins. Donc, c'était difficile pour les enfants qui se retrouvaient sans leurs parents, sans leurs proches. Alors, c'était un grave problème. Et d'ailleurs, le docteur Singh a dit quelque chose qui trouvait écho chez moi. Lorsque j'ai commencé un cabinet dans une région éloignée de la Saskatchewan, mes collègues de Saskatoon m'ont dit que ça n'allait jamais marcher. Parce que les gens de ces collectivités du Nord voulaient aller dans les grandes villes pour aller faire leur shopping, pour aller au centre commercial et pour aller au cinéma. Et c'est tout à fait le contraire, en fait. C'est un mythe. Les gens veulent être soignés dans leur collectivité. Ils veulent des services de proximité dans leur langue. Et c'est un enjeu très important de sécurité culturelle. Et d'ailleurs, les soins virtuels pourront ouvrir ces possibilités à ces collectivités. Alors, je vous montre cet avion dans ma diapositive, car le transport des gens, des communautés éloignées au grand centre de Regina et Saskatoon, surtout aérien, coûte 83 millions de dollars annuellement au gouvernement de la Saskatchewan. Je ne parle pas du gouvernement fédéral, qui s'occupe des communautés autochtones, évidemment, en vertu de la loi sur la santé. Un des enjeux que vous constatez, en fait, c'est que si vous recevez vos services à Saskatoon et que vous retournez à Stony Rapids, qui est à 100 km au nord de Saskatoon, vous devrez peut-être attendre 3 jours avant de pouvoir aller voir, par exemple, un orthopédiste dans son cabinet qui vous demandera de fléchir le genou et vous allez reparcourir 100 km pour rentrer chez vous. Alors, toute la question du transport pour les personnes qui ont ce genre de rendez-vous est vraiment problématique. Mais de manière plus importante, surtout, il y a l'enjeu des personnes qui sont très malades. Un enfant qui a une maladie respiratoire, qui est envoyé à un poste infirmier, le mieux que puisse faire l'infirmière, c'est d'appeler une ambulance parce que c'est par exemple très difficile de traiter un bébé lorsqu'on est infirmière dans un poste éloigné. Les enfants meurent. Alors, ce sont les problèmes qui créent tant d'iniquité sur le plan de la prestation des soins à ces populations. Alors, lorsque j'ai déménagé à Saskatoon, il y a 7 ans, on a commencé un programme qui se sert de technologies qu'on appelle robots de téléprésence. Ce sont des exemples des machines dont on se sert depuis quelques années pour prodiguer des soins dans ces populations éloignées. Quelqu'un posait la question concernant les appareils. Alors, la beauté de ce système, par comparaison avec un FaceTime de votre iPhone, par exemple, c'est qu'il s'agit d'appareils conçus pour les soins de santé. Et ces appareils
peuvent être exploités à partir de périphériques comme des stéthoscopes, des ophtalmoscopes, enfin toutes sortes d'appareils médicaux périphériques, de sorte que vous pouvez non seulement voir votre patient à distance et lui parler, mais vous pouvez également procéder à une consultation pour faire une évaluation, par exemple, à des fins de triage pour un enfant qui devrait être envoyé, par exemple, en centre hospitalier. L'important des appareils que vous voyez à l'écran, c'est qu'ils fonctionnent avec des technologies de télécommunication conventionnelles. Le Wi-Fi, on peut s'en servir avec son iPhone, avec son iPad, et ça fonctionne très bien également avec la téléphonie cellulaire. La largeur de bande minimale pour ces appareils est d'environ 3 mégabits seconde. Alors la connectivité 3G essentiellement. Et c'est l'enjeu principal derrière ces technologies par rapport à la télémédecine conventionnelle, une technologie qui existe depuis des décennies. Alors on peut se servir de ces appareils ici. Par exemple, si un patient m'appelle, je peux prendre mon iPhone, le brancher sur cet appareil et voir un patient à 200 km. Et évidemment, cela exige aussi une certaine connectivité, une certaine largeur de bande. Et j'en discuterai un peu plus tard. C'est un des véritables obstacles de ces soins virtuels, c'est-à-dire la connectivité. Alors, une des choses que nous avons faites en Saskatchewan pour déployer ces technologies virtuelles, c'est que nous avons une méthode assez systématique. Nous avons déployé ces systèmes dans l'Est aussi, au Cap-Breton. Alors, avant que les systèmes ne soient déployés, vous avez ici une photo des infirmières du poste infirmier de Buffalo Narrows, à 200 km au nord de Saskatoon. Alors, essentiellement, nous avons une évaluation des besoins, c'est-à-dire que nous discutons avec les personnes dans la collectivité, les aînés, les travailleurs de la santé, pour tâcher de cerner les besoins de la collectivité en question. Quels sont les meilleurs systèmes à déployer dans cette collectivité? Et ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que ça n'est pas suffisant, par exemple, de déployer un système robotisé comme celui-ci. Le plus essentiel, c'est que, quelle que soit la technologie dont on se serve, qu'elle corresponde aux besoins de la collectivité, à savoir pour la prestation des soins. La technologie n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un instrument grâce auquel on peut prodiguer des soins, par exemple, dans le cadre de la médecine familiale. Ici, ce qu'on nous a dit, c'est que la priorité était les enfants gravement malades. Lorsque vous avez un enfant malade, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Et dans cette collectivité de Pelican Narrows, on ne peut pas simplement appeler un hélicoptère, ça n'est pas suffisant. Ça peut prendre des heures à organiser le transport. Dans l'intérim, il peut y avoir des complications et de mauvais résultats. Ainsi, pour Pelican Narrows, et je vais dire quelques mots sur ce qu'on a fait à Pelican Narrows, c'était des soins de courte durée, des soins actifs pédiatriques. Alors, on a organisé un réseau qui nous permettait d'avoir un spécialiste dans le centre tertiaire, par exemple à Saskatoon, qui travaillait avec un médecin de famille qui était dans un centre plus périphérique et qui travaillerait même avec des centres encore plus éloignés. Et dans certains cas, exclusivement avec des infirmières, dans des postes infirmiers, car il n'y avait pas de centres médicaux.
Alors, nous avons créé ces réseaux. Un médecin de famille pouvait recevoir un appel d'un poste infirmier au sujet d'un patient très malade qui avait des douleurs à la poitrine et éventuellement pouvait avoir, par exemple, un infarctus. Alors, cette infirmière pouvait appeler un cardiologue à l'hôpital royal de Saskatoon qui ensuite, grâce à cette technologie, pouvait ausculter le patient en question dans la petite collectivité, quelle qu'elle soit. Et donc, on pouvait déterminer s'il fallait faire un électrocardiogramme, si cette personne devait être expédiée le plus rapidement possible à Saskatoon. Alors, c'est ainsi que nous avons conçu le système de soins à distance. S'agissant de l'expérience de Pelican Narrows, par exemple, et d'ailleurs, ce que je vous dis sur le plan des données qu'on collige, tout cela est disponible. Si vous voulez prendre connaissance des publications, des données, vous pouvez consulter notre site. Tous les documents y sont et vous pourrez télécharger d'ailleurs les articles qui vous intéressent. Dans le cas de Pelican Narrows, comme je vous le disais, un des enjeux concernait les soins actifs pédiatriques. Alors nous avons fait une étude où on a comparé Pelican Narrows à une autre localité nordique qui n'avait pas le robot. Et on a fait une comparaison sur une période d'1 an entre les deux. Et ce qu'on a constaté, c'est que si on avait ce système dans une communauté éloignée, par exemple pour les soins actifs pédiatriques, on établissait le niveau de gravité d'après des échelles établies. Et dans la communauté où on avait le robot, 65% du temps, on pouvait s'occuper de l'enfant sur place, dans sa localité. Le déplacement n'était pas nécessaire, donc aucun déplacement à Saskatoon. Et évidemment, une fois que vous avez cette possibilité, que vous pouvez vous occuper de l'enfant dans la collectivité, non seulement faire l'auscultation, les soins de suivi. Ensuite, on s'est dit, quels sont les coûts? Oui, pendant la période d'1 an de la durée de la comparaison, ce fut très efficace du point de vue des coûts, car lorsque vous regardez les coûts en transport, plus précisément les coûts de la durée de séjour, par exemple, si vous avez un enfant qui doit être transporté à Saskatoon, parfois, les transports sont inutiles. On a l'impression que l'enfant doit être transporté, mais lorsque vous arrivez aux soins intensifs pédiatriques et que vous avez une évaluation, peut-être que vous constatez que le transport était inutile. Alors, on ne va pas tout de suite réexpédier l'enfant, évidemment. On l'admet pendant une période de 5 jours en moyenne, une fois qu'il est sur place. Alors, si on tient compte du transport et du taux d'admission, on pourrait avoir 5 robots en une période d'un an qui seraient payés simplement avec ses épargnes. Alors ça, c'est simplement pour les soins pédiatriques actifs. Donc, non seulement était-ce efficace sur le plan clinique, mais c'était également efficace du point de vue des coûts. Alors, de nouveau, voici le type de programme que nous exploitons. Alors, nous avons le centre de soins tertiaires dans la grande ville, un hôpital rural qui a peut-être un robot qui ensuite peut communiquer avec le poste de soins infirmiers dans la collectivité éloignée avec un système évolué mais simple d'utilisation. Alors, vous pouvez avoir un spécialiste, un médecin de famille et une infirmière ou un infirmier qui s'occupe du patient. Ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que nous avons commencé à tisser des liens plus étroits entre les spécialistes, les infirmières et les médecins de famille. Et c'était formidable de voir comment nos idées préconçues peuvent se répercuter de part et d'autre.
C'est-à-dire qu'on a pu comprendre quelles étaient les données disponibles dans l'hôpital rural et dans le poste de soins éloignés pour avoir une meilleure idée du contexte, à savoir ce qui était possible et ce qui était impossible. Et la capacité de demander à une infirmière de discuter avec un cardiologue directement, par exemple, pouvoir évaluer et s'occuper du patient ensemble, en équipe. Cela a permis beaucoup d'apprentissage et une chose qu'on a constatée aussi dans l'étude, qui était un peu inattendue, c'était l'amélioration des compétences et de la satisfaction des infirmières et des professionnels. Vous savez, les infirmières sont souvent l'objet d'un gros roulement parce qu'elles n'ont pas l'impression d'être soutenues. Parfois, elles exercent bien au-delà de leurs compétences et pour avoir ce soutien en temps réel de la part du spécialiste ou du médecin de famille, c'est devenu très important. Alors, c'est devenu très pertinent pour la satisfaction au travail également. Alors ça, c'était fort intéressant et inattendu, en quelque sorte. Et c'est devenu un aspect très important de l'étude globale. Alors, nous allons bien au-delà de cela. Un des enjeux que nous avons constatés sur le plan du déploiement de la technologie, c'est qu'il fallait examiner les services qui ne sont véritablement pas disponibles dans les communautés éloignées, qui sont pourtant essentiels à la prestation de soins primaires essentiels. Par exemple, un de ces domaines était les examens prénataux. Comme vous savez, le taux de grossesse est plus élevé dans le Nord, surtout chez les femmes plus jeunes, et les échographies prénatales sont un aspect essentiel des soins prénataux. Mais dans les communautés nordiques éloignées, parfois il est très difficile d'obtenir cette échographie. Il y a des problèmes relatifs au service de garde, au coût du transport et ainsi de suite. Donc le taux d'échographie prénatale dans ces collectivités nordiques était assez faible et le taux de mortalité infantile était relativement élevé par comparaison avec les autres endroits. Alors, on s'est concentré entre autres sur la prestation de sonographie, d'échographie à distance. Et 3 systèmes se sont avérés très intéressants. Alors, vous avez le technicien à Saskatoon qui peut faire une échographie transabdominale à distance. Et comme vous le voyez ici, vous avez La Loche en haut à gauche et Stony Rapids à droite. Et ce que vous voyez qui est suspendu, c'est la sonde d'échographie. Il vous faut tout simplement quelqu'un qui puisse placer la sonde au-dessus de la patiente, au-dessus de son abdomen, et ensuite la sonde est contrôlée par la technicienne à distance qui contrôle la sonde totalement à distance. Et si vous allez sur notre site web, vous allez voir comment c'est fait. Mais ça a vraiment changé la donne sur le plan de notre capacité d'offrir ces échographies à distance. Et c'est devenu particulièrement important pendant la COVID-19, la pandémie. C'est-à-dire que en cas d'éclosion, il y avait un confinement, personne ne pouvait entrer ou sortir de la collectivité. Et nous avons pu continuer d'offrir ces échographies à presque une centaine de femmes dans ces collectivités pendant la pandémie de COVID-19. Alors, c'est la toute dernière génération de ce qui est possible avec cette technologie. Donc, non seulement pouvoir parler avec la patiente, pouvoir parler avec l'infirmière,
examiner la patiente, mais maintenant, on peut même procéder à un examen comme une échographie à distance grâce à cette technologie. Alors ici, ce que vous avez, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire ce qu'on envisage. Maintenant qu'on peut communiquer avec les communautés éloignées, qu'on peut ausculter le patient, qu'on peut prendre des décisions par rapport à une évaluation plus poussée, déterminer s'il faut transporter le patient ou maintenir le patient dans sa collectivité. Une des questions que l'on examine, c'est comment dispenser les médicaments, par exemple. Comment aussi obtenir des échantillons de laboratoire. C'est très problématique, surtout dans les régions très éloignées. Il n'y a pas de route, où on y accède exclusivement par avion. En hiver, c'est particulièrement difficile d'envoyer des médicaments et d'obtenir des échantillons. Alors, on investigue la possibilité de se servir d'un drone Alors, on travaille avec quelques sociétés qui fournissent ces drones qui peuvent passer d'un hôpital régional à un poste infirmier. Et en hiver, ces drones, ces avions robots, peuvent être exploités. D'ailleurs, on a un système qui permet de maintenir la température des échantillons de manière constante pendant que le drone survole la région. Alors, c'est quelque chose qui pourrait certainement être utilisé à l'avenir. Or, cela fait partie de la progression de nos activités en matière de soins virtuels. Et je souhaitais vous dire que vous pouvez trouver cette information sur notre site web, mais je voulais quand même conclure sur quelques réflexions par rapport à ce qui s'est produit en raison de la COVID et quel est l'avenir des soins virtuels et quels sont les obstacles aux soins virtuels. Alors avec la COVID-19, il s'est produit quelque chose d'important, un changement culturel. Je travaille dans les soins virtuels depuis plus d'une décennie et ça a toujours été difficile de convaincre surtout mes collègues qu'il s'agissait d'un mécanisme intéressant, que les soins virtuels pouvaient être efficaces. C'est difficile parfois de convaincre les patients aussi. Lorsqu'on a fait une enquête par rapport à l'acceptation des échographies à distance, plus de 98% des patientes ont dit qu'elles préféraient avoir une échographie à distance dans leur collectivité plutôt que de devoir se déplacer. Alors, les patients l'accepteront beaucoup plus facilement. Mais pendant la période de COVID, il y a eu ce changement culturel dans le corps des professionnels de la santé. C'est-à-dire que les patients voient les soins virtuels comme un moyen d'avoir un accès plus aisé aux soins virtuels. Et cela a permis de faire évoluer les soins virtuels. À mon avis, de beaucoup d'années, nous avons progressé énormément. Les soins virtuels sont ici pour de bon et nous allons les pousser davantage. Dans les 10 prochaines années, peut-être que 50% de toutes les interactions avec un médecin se feront virtuellement. Cependant, l'idée, c'est que l'interaction en personne disparaîtra. C'est une crainte. Ce n'est pas possible, à mon avis. Les médecins se serviront des soins virtuels comme d'un outil pour prodiguer des soins, mais nous allons valoriser l'interaction en personne encore bien davantage. Cela fait partie du métier, l'interaction humaine. Et l'interaction humaine, à mon avis, deviendra de plus en plus importante.
Alors, à mon avis, cela ne souffrira pas, la rencontre en personne ne souffrira pas de l'expansion des soins virtuels. Ce ne sera qu'un outil supplémentaire dans notre trousse d'outils. Un outil très important pour les collectivités plus éloignées qui méritent fondamentalement, autant que nous, d'avoir des soins en temps opportun. Car c'est le critère principal pour les résultats de santé. On peut agir en temps voulu si on a accès aux soins. Par exemple, des moyens virtuels, ça permet de limiter les inéquités qu'on constate énormément, surtout dans la population autochtone. Il faut élargir l'infrastructure. Cependant, l'Internet doit être aussi bon à 1000 km au nord de Saskatoon que dans la ville elle-même. À mon avis, c'est fondamental. Quels seront les obstacles? Eh bien, la COVID nous a appris, entre autres, en Saskatchewan, que la rémunération pouvait être un problème. Comment rémunère-t-on les professionnels qui s'adonnent aux soins à distance? Et la COVID, du moins, a permis d'accélérer ces conversations. Est-ce que quelqu'un qui réside dans une province peut s'occuper d'un patient qui n'est pas dans la même province? Ce sont des questions qui doivent encore être aplanies. Il y a la question de la responsabilité professionnelle. Qui a la responsabilité d'un patient? Surtout avec l'évolution de la technologie, on pourra en faire davantage pour le patient à distance. Et bon, j'ai l'impression que l'enjeu principal demeurera la capacité d'intégrer les soins virtuels aux décisions routinières. C'est le plus grand obstacle à mon avis. Car bien que les gens se serviront de soins virtuels, soit au téléphone cellulaire, FaceTime, enfin au robot, ça n'a pas d'importance, mais l'intégration de ces méthodes dans les méthodes de travail, ça deviendra peut-être un enjeu. Et en terminant, je dirais de nouveau que ce n'est pas une question de technologie, c'est plutôt une question relationnelle. Il s'agit de voir comment on organise la logistique, il s'agit d'organisation du travail, mais c'est inarrêtable. Et je pense qu'il faut l'accepter. Et il faut d'ailleurs le revendiquer pour nos patients. Merci infiniment, Dr Mendez. On apprécie infiniment votre passion, votre engagement en faveur de l'amélioration des services aux personnes résidant dans le Nord et dans les régions éloignées. Il y a beaucoup de questions dans la boîte de dialogue au sujet du fait que la relation de confiance peut parfois être mise à mal par les soins virtuels. Alors, j'inviterai nos invités à y réfléchir. Il y a aussi des questions très particulières, tandis que on réfléchit aux soins de grande qualité qui soient pertinents sur le plan culturel et sûr sur le plan culturel. Y aurait-il des possibilités? Quelles sont les prochaines étapes auxquelles il faut réfléchir pour leur donner forme, surtout dans un environnement virtuel? Je commence par vous, Charlène. Dans le cadre de votre rôle à titre de chef des relations autochtones dans le nord de la Saskatchewan. Merci. J'ai noté une réflexion. Ça n'a pas d'importance si on pense à la robotique, aux soins virtuels. C'est toujours une question de relations. On ne saurait trop insister sur l'importance et la valeur des relations et le temps qu'il faut pour les tisser. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire rapidement et ce n'est pas non plus un carré à cocher. Cela mérite une attention continue et ça doit être perçu comme l'établissement et la personne comme un effort qui en vaut le temps. Et je ne saurais trop insister sur l'importance de ces relations dans tout ce que l'on fait. Et j'ai vu une des questions aussi, comment tisser ces liens s'ils ne sont pas préexistants, si on ne connaît pas ses patients.
comment le faire et c'est comme n'importe quoi. Il s'agit tout simplement de faire le premier pas. Dans la région, l'Office régional de la santé du Nord, du Manitoba, on a eu un cas confirmé de COVID-19 et donc, bon, le groupe s'est élargi un peu, mais maintenant, nous sommes une centaine, on se réunit tous les vendredis et l'Office régional de la santé du Nord partage les rapports de santé publique, l'épidémiologie des hôpitaux, quels sont les services disponibles, quelles sont les restrictions en place. On partage toute cette information dans le groupe et ensuite, on a une période de questions. On a les professionnels de la santé, les représentants des Autochtones qui discutent tous ensemble et se posent des questions. Et ce n'est peut-être pas assez. Ce n'est. Enfin, comment dire, il y avait un certain engouement, mais il y avait quand même une certaine crainte. Et maintenant, c'est une des choses que l'on envisage avec le plus de bonheur le vendredi, cette rencontre. Et donc, je pense que nous devons tout simplement se donner une place. Alors, quel que soit votre environnement de travail, vous devez faire une place aux relations et comprendre que ça peut être très souple d'ailleurs. Je vis dans le Nord moi-même et il y a beaucoup de gens qui aiment partager des idées qui ne peuvent pas vraiment fonctionner ici. Et on passe son temps à leur expliquer ce dont on a besoin. Alors, si, comme professionnel, comme dirigeant, on pouvait proposer des idées, c'est important, mais aussi être disposé à écouter et à modifier selon ce qu'on nous dit localement et ne pas imposer son point de vue. Il y a une aînée qui m'a dit, c'est quoi la sécurité culturelle de toute façon? Et j'ai dit, bon, j'apprends toujours. Et elle m'a dit, est-ce que c'est simplement ne pas être raciste? J'ai dit, bah, si on veut être direct, peut-être bien. C'est à peu près ça. Alors, lorsqu'on parle de sécurité culturelle, il est important de demander aux gens autour de nous de aussi nous demander des comptes si, par exemple, on ne tient pas compte de ce que pense notre entourage. Alors, il est important, à mon avis, de toujours travailler main dans la main avec les localités qui sont touchées par ce que nos politiques, par ce que l'on envisage de faire. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'importance des relations et les nombreux gains qui peuvent en découler. J'écoutais le docteur Mendez, sa passion, ses enseignements, et j'avais envie de l'applaudir en l'écoutant. Parce que si on peut commencer avec cet état d'esprit, les soins virtuels vont véritablement évoluer pour devenir culturellement sûrs et également plus équitables. Merci, Charlène. Alors, le temps file très, très vite. Alors, je vais demander, Julie ou Dr. Singh, si vous avez des réflexions, tandis que nous concluons soit de vive voix ou alors dans la boîte de dialogue. Il y a des questions sur les technologies précises et nous avons donné des liens vers des articles. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous n'avez qu'à lire, entre autres, vous cherchez le nom de Megan Sabine, elle a saisi beaucoup de liens. Alors, je sais que beaucoup de gens doivent nous quitter, alors je souhaite vous remercier. Remercier Dr. Singh, Julie Jacobs, Dr. Mendez, Charlène Lafrenière. À présent, nous allons afficher un bref sondage, car franchement, votre participation est très importante pour nous et vos réflexions nous sont très précieuses. C'est ce qui nous permet d'alimenter nos réflexions par rapport au webinaire à venir. Alors prenez le temps de répondre à ces questions. Elles nous sont très, très précieuses. Je souhaitais très rapidement, pour faire fond sur ce que disait Charlène concernant les soins culturellement sûrs, bon, il y a des événements assez récents qui ont été publicisés, dont
le décès de Joyce Ashquan dans un hôpital du Québec et un rapport de la Colombie-Britannique récent également. Alors, la semaine prochaine, le 4 février, nous aurons une discussion avec l'ancien président du groupe représentant les médecins autochtones qui nous parleront de racisme, du fait qu'il existe du racisme dans les soins de santé au Canada, comment comprendre, comment les appréhender, comment réagir à ce racisme. Alors, une conversation difficile mais très importante. Il est important de se donner de la place à ces conversations. Alors, ce sera la semaine prochaine, le 4 février. Alors, tandis que vous répondez à nos questions, Julie, Dr. Singh, si vous avez quelques ultimes remarques, c'est le moment de le faire dans la dernière minute qui nous reste. Je souhaitais simplement dire merci. Je me sens toujours un peu coupable d'avoir, si vous voulez, d'être sous les feux de la rampe parce que j'apprends autant lorsque je participe à ces webinaires à titre de conférencière. J'apprends tellement des autres participants. Je voudrais avoir plus de temps avec les participants car c'est vraiment le début de notre cheminement collectif. Et j'ai beaucoup appris de ce que disait le docteur Mendez aussi. Alors ce fut un moment très emballant et je pense que l'avenir est brillant d'ailleurs. J'ai trouvé que toutes les réflexions dans la boîte de dialogue étaient extrêmement pertinentes. Merci pour cet excellent webinaire et pour les exposés du Dr. Mendez étaient formidables. Je voulais simplement dire une seule chose, et je l'ai indiqué aussi dans la boîte de dialogue, mais je voulais dire que les soins virtuels sont l'avenir. 50% des soins, comme le disait le Dr. Mendez, seront éventuellement virtuels. Alors il faut veiller à ce que l'infrastructure soit en place. Il nous faut l'Internet à débit rapide, une largeur de bande suffisante. Ça doit être une priorité pour le gouvernement. Il faut investir dans le 5G ou quelque chose qui nous permette de déployer ces soins. Et comme le docteur Mendez le disait, les économies seront au rendez-vous. Si on épargne sur le transport, eh bien, nous pourrons rapidement rembourser cet investissement. Alors, c'est ce que je retiens. Merci. Merci infiniment, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci d'avoir posé des questions. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, malheureusement, mais ce ne sera sans doute pas le dernier épisode de cette série. Merci aussi d'avoir partagé les ressources. C'est ce qui nous permet d'échanger encore davantage, d'expliquer ce qui fonctionne, ce que l'on met au point, ce qu'il faut pousser encore davantage. Et je suis d'accord qu'il faut vraiment passer un appel à l'action de la part des gouvernements pour permettre ce genre de service. Merci à tous d'avoir été nous. Ceci conclut notre webinaire. Je vous rappelle que cette séance a été enregistrée et sera disponible sur notre site web. Et vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, des réflexions. Vous devez aussi, si vous le pouvez, partager les ressources avec vos réseaux, car tout le monde doit en profiter. Je vous souhaite un excellent week-end.